Chapitre 1. Le mensonge ensoleillé. C'était le genre de matinée de juin que les poètes aiment prétendre que l'Angleterre a toujours eue. Une chaleur dans l'air pas encore écrasante, une dispersion de nuages comme du coton sur le bleu, et le parfum de lavande, de pois de senteur et de confiture de fraises flottant dans la ruelle depuis la foire de Finchley. Finchley Green, un village légèrement plus grand que St. Mary Mead, mais suffisamment modeste pour être au courant des affaires de chacun, tenait sa foire d'été annuelle. Les banderoles étaient redéployées, flottant joyeusement entre le clocher de St. Cuthbert et les grilles de fer du manoir de Finchley. La fanfare s'échauffait près de la mare aux canards, leurs instruments piaillant parfois comme des oies râleuses, et les stands étaient installés dans un tourbillon de nappes blanches, de vieilles tables à tréteaux, et sous les acclamations joyeuses de la guilde des femmes. Miss Jane Marple, assise sur une chaise pliante près du chapiteau du concours de génoise, observait l'activité avec une expression douce et sereine qui trahissait son esprit pénétrant. Elle était venue à Finchley Green pour un bref séjour chez sa cousine Mildred Fanshawe, une veuve joyeuse aux opinions bien arrêtées sur la culture de la rhubarbe et les sermons de l'évêque. Miss Marple n'avait jamais prévu de rester longtemps, juste une quinzaine de jours. Certainement pas assez longtemps pour être confrontée à un événement plus dramatique qu'un couteau à fruits disparu ou un scandale local impliquant le chat du vicaire. Mais comme elle le disait toujours, le mal avait tendance à surgir comme le liseron dans les jardins les plus charmants. L'attraction principale de la foire ce jour-là était le récital de poésie du village, prévu juste après les scones et avant le bras de fer entre les pompiers retraités de Finchley et les sonneurs de cloches. Une petite estrade avait été érigée avec des planches de bois grinçantes, empruntées à la salle paroissiale. À 11 heures précises, le silence se fit dans la foule, lorsque le maître de cérémonie, me Lionel Prothero, un avocat à la retraite particulièrement attaché au gilet spectaculaire, présenta les lecteurs. Parmi eux se trouvait une femme remarquable du nom d'Isobel Denning. La trentaine avançait, poète de réputation modeste, et surtout, seconde épouse d'Arthur Denning, récemment élu président du comité paroissial de Finchley, homme connu pour sa maîtrise autoritaire des budgets et son aversion pour les chiens. Le poème d'Isobel s'intitulait « Le dernier couplet ». Certaines paroles parlaient de mort, d'autres de trahison. Beaucoup ont convenu par la suite que c'était trop sérieux pour une foire, et plusieurs villageois ont été surpris en train de se tortiller, gênés pendant sa performance. Mais les dernières paroles, prononcées d'un ton essoufflé, presque provocateur, ont été applaudies. « Elle était pâle, n'est-ce pas ?» murmura Mildred à Jane en ajustant son chapeau à larges bords, et terriblement maigre. Arthur la nourrit de laitue et de critiques, j'imagine. Miss Marple hocha lentement la tête, ses yeux bleu pâle se plissant légèrement. « Il y a quelque chose de tendu chez elle, » dit-elle, comme si elle récitait depuis une pièce fermée à clé. Cette phrase n'était pas une fantaisie poétique, mais une intuition. À 13h10 précises, alors que la plupart des villageois faisaient la queue pour un crumble à la rhubarbe ou regardaient la course en sac des enfants, un cri a brisé l'air doux. La voix provenait du fond de la scène, près de la tente de préparation du poète, une petite structure de toile érigée à la hâte derrière les haies de lilas. Plusieurs personnes accoururent, dont le révérend, 2 éclaireurs et Madame Fanshawe, qui affirma ensuite qu'elle n'était venue que pour offrir des sels odorants. À l'intérieur, Isobel Denning gisait, recroquevillée sur l'herbe. Ses yeux étaient grands ouverts. Son corps était étrangement immobile. Le médecin, appelé quelques minutes plus tard depuis un stand voisin où l'on jugeait des légumes à moelle, l'examina rapidement puis se leva en secouant gravement la tête. « Disparu, dit-il. Et pas de cause naturelle, j'en ai peur. » Le mot passait d'une personne à l'autre comme l'ondulation du vent dans les hautes herbes. Meurtre. La fête s'est terminée dans la confusion et le désenchantement. L'orchestre a cessé de jouer. Les génoises sont restées sans jugement.
À l'heure du thé, la police était arrivée et le village était en effervescence. J'ai toujours pensé qu'Arthur avait du caractère. Ils disent qu'elle buvait beaucoup. Elle a dit quelque chose d'étrange dans ce dernier poème, n'est-ce pas? À propos de « pas d'autre issue que la tombe ». Très étrange. Miss Marple ne se joignit pas au commérage. Elle retourna au salon de Mildred, commanda une théière en porcelaine et s'assit pour tricoter. Ses doigts bougeaient mécaniquement, un motif complexe de double câble qui, disait-elle, l'aidait à réfléchir. Mais son esprit n'était pas concentré sur le motif. Il était sur un bout de papier. Plutôt, tandis que la foule s'était dispersée dans la confusion et que les cordons de police étaient maladroitement mis en place, Miss Marple s'était penchée pour récupérer son ombrelle tombée près de la tente du poète. Là, nichée dans l'herbe, elle avait trouvé un petit morceau déchiré d'un programme. Au dos, quelqu'un avait griffonné 5 mots au crayon à la hâte. « Elle sait. Elle ne dira rien. » Miss Marple glissa le mot dans son sac à main et reprit son tricot. Dehors, le doux bourdonnement du village revint. Les oiseaux chantaient. On versa du thé. Mais sous tout cela, la surface de la politesse anglaise, la délicatesse des habitudes, quelque chose de pourri avait été perturbé. Miss Marple savait, aussi sûrement qu'elle distinguait son intimité de sa plaine, que le mal avait pris racine à Finchley Green, et elle, comme toujours, l'arrachait à la racine, soigneusement, poliment et complètement. Chapitre 2. Le silence d'un poète. Le lendemain matin, les bannières de la foire de Finchley pendaient mollement, oubliées, une brume humide les recouvrant comme en signe de deuil. Les banderoles colorées qui flottaient si joyeusement au vent s'affaissaient maintenant comme des sourires fatigués. Un calme profond s'était installé sur Finchley Green, non pas le calme de la paix, mais ce silence vigilant et anxieux qui s'installe lorsqu'un événement anormal se produit dans un lieu qui se targue de sa normalité. Isobel Denning était morte, et personne à Finchley ne croyait qu'il s'agissait simplement d'une tragique coïncidence. À la table du petit déjeuner, Miss Marple remuait son porridge avec une élégance maîtrisée, les pensées toujours aussi actives. En face d'elle, Mildred Fanshawe s'inquiétait. « C'est vraiment affreux, Jane. Pauvre Isobel. Je ne la connaissais pas bien, bien sûr. Elle était plutôt réservée, mais toujours terriblement polie lors des réunions de comité, même si... » Mildred baissa la voix. Elle a un jour qualifié le choix des cantiques de l'Église de spirituellement tiède. Arthur était furieux. « Vraiment ?» demanda Miss Marple d'un ton doux en levant sa tasse. « Comme c'est intéressant. » On frappa à la porte d'entrée, un coup sec et officiel. Mildred s'enfuit et un instant plus tard, un murmure de voix s'insinua. À son retour, son expression était celle d'une femme en proie au scandale, tempérée seulement par la présence d'une bonne éducation. « Eh bien, c'était l'inspecteur Craddock. »« Craddock ?» Miss Marple haussa les sourcils. « Pas Tommy Craddock, de la division Berkshire ? » ?»« Oui, c'est bien celui-là. Il a été envoyé par le comté pour aider, car c'est plutôt, disons, grave. Un meurtre, après tout. » « Oh, Jane, ça a l'air tellement effrayant de le dire à voix haute, n'est-ce pas ?» Miss Marple hocha la tête. « Mais mieux vaut nommer une chose que de la contourner. » Mildred hésita. « Il voulait savoir si j'avais vu quelque chose d'inhabituel hier. » Je lui ai dit la vérité, bien sûr. J'observais la course en sac avec le pasteur quand le cri a retenti. Mais j'ai bien mentionné que tu étais près de la tente de poésie avant. J'imagine qu'il voudra me parler alors. Jane, sois prudente. Ce n'est pas une de ces petites énigmes qu'on trouve dans les Le Times. C'est réel. Miss Marple adressa à sa cousine un sourire rassurant. C'est précisément pour ça qu'il faut résoudre ce problème. L'inspecteur Craddock arriva cet après-midi-là, son manteau humide de la brume persistante, l'air à mi-chemin, entre l'exaspération professionnelle et polie. Il avait connu Miss Marple de passage, ou plutôt avait entendu d'elle par le biais de connaissances mutuelles, la plupart du temps à voix basse, accompagnée d'une admiration déconcertée.
Il la trouva assise dans le salon avec sa broderie sur ses genoux et un léger parfum de lavande autour d'elle. « Miss Marple, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Inspecteur, » dit-elle chaleureusement, « j'espère que vous vous asseyez. Mildred vient de préparer des scones au raisin, et je trouve qu'un meurtre est plus digeste avec du thé. » Il cligna des yeux. Oui, merci. » Une fois la tasse versée et les politesses nécessaires échangées, Craddock se pencha en avant. « J'ai cru comprendre que vous étiez près des lieux peu de temps avant l'incident. »« Je l'étais, » répondit-elle, « même si je crains d'avoir vu très peu de choses sensationnelles. Mais j'ai observé quelque chose de curieux plus tôt dans la journée. »« Oh !» Il y a eu une conversation, enfin, une altercation plutôt animée, si je puis dire, entre Isobel et une jeune femme, brune, bien habillée. Je ne l'ai pas reconnue, mais elle semblait bouleversée, et Isobel avait l'air effrayée, pas en colère, effrayée. Craddock prit note. Serait-ce un parent ? Je ne sais pas, mais elle n'était pas du coin, j'en suis certain. Et aucun mot n'a été entendu ? Une seule phrase. La jeune femme dit « Tu m'as promis de rester loin. » Craddock marqua une pause au milieu d'une note. C'est significatif. Peut-être. Ou peut-être était-ce quelque chose d'assez banal. Une dispute amoureuse, une affaire privée. Mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas le cas. Dramès qui compte, c'est le contexte dans lequel cela se produit. Il leva les yeux. « Tu as déjà fait ça. »« Je tricote et j'écoute, inspecteur. Je tricote et j'écoute. » Plus tard dans la journée, le rapport préliminaire du coroner fut rendu public. Isobel Denning était décédée d'un empoisonnement. Pas celui que l'on peut contracter accidentellement, mais celui d'un composé alcaloïde spécifique, administré délibérément. Elle a bu un verre de limonade juste avant la lecture du poème, a rapporté Craddock à la presse locale. Nous pensons que c'était la méthode de présentation. Au coucher du soleil, le village s'embrasait de murmures. Chaque salon de thé, boulangerie et haie témoignait d'une forme de spéculation. C'était un suicide. Elle était toujours si mélancolique. Non, c'était Arthur. Il est froid comme la pierre, celui-là. C'est sans doute lui qui l'a poussé à agir ainsi. J'ai vu le jeune Peter Withers traîner derrière la tente. Un drôle de type, il ne vous regarde jamais dans les yeux. C'est peut-être ce vieil écrivain jaloux de Londres. Comment s'appelle-t-il ? Le type qu'elle a quitté il y a des années. Pendant ce temps, Miss Marple visitait la tente de poésie. Le champ de foire avait été bouclé, mais un agent de police, jeune et plutôt amateur de tartes à la confiture, l'a laissée entrer sous prétexte qu'elle n'était pas du genre à intervenir. Elle examina la scène avec une minutie silencieuse qui la surprit elle-même. Il n'y avait pas de verre renversé, aucune trace de lutte. Mais près de la sacoche du poète, sur la petite table en coulisses, se trouvait un programme plié, identique à celui qu'elle avait trouvé plus tôt. Celui-ci était vierge, mais une fine tache de graisse suggérait que quelqu'un l'avait manipulé après avoir mangé. Sur un coup de tête, elle jeta un coup d'œil à la liste des artistes. Les noms lui étaient dits familiers. Une institutrice locale, un jeune curé, Arthur Denning lui-même, une lecture de ode aux devoirs civiques sans aucun doute, et puis une ligne vide. À annoncer. Il a lu. Mais personne ne s'était présenté pour occuper ce poste. Comme c'est étrange. Ce soir-là, Arthur Denning donna une réception privée pour les villageois inquiets au manoir de Finchley. Un spectacle d'indignation et de chagrin maîtrisé, largement salué. Arthur était aussi strict et formel que d'habitude, vêtu impeccablement, cravate parfaitement nouée, voix sèche et précise. Il remercia le vicaire pour ses paroles, insista sur le fait de faire confiance aux autorités judiciaires et évita tout contact visuel avec presque tout le monde. Miss Marple se tenait tranquillement près de la cheminée, sirotant du sherry dilué et observant. Une femme s'est approchée d'elle. La cinquantaine avançait, les pommettes hautes et la démarche assurée de quelqu'un habitué à être écouté. « Vous êtes Jane Marple, n'est-ce pas ? » « Je suis. »
Je suis Lucinda Bellamy. J'écrivais des critiques de livres pour Le Spectateur. J'étais proche d'Isobel, autrefois. Je suis désolé pour votre perte. » Lucinda haussa les épaules. « Je ne suis pas ici pour des sentiments. Je suis ici parce qu'Isobel m'a écrit une lettre la semaine dernière. Elle disait qu'elle allait lire quelque chose. Important à la foire. Quelque chose qui changerait la façon dont les gens percevaient Finchley. Elle n'a pas dit ce que c'était ? Non. Mais je soupçonne qu'elle n'a jamais eu l'occasion de le lire. » Miss Marple se pencha légèrement. « Et vous pensez que c'est pour ça qu'elle est morte ?» Lucinda détourna le regard. « J'ose avouer, c'est... » Cette nuit-là, Miss Marple resta éveillée plus longtemps que d'habitude, les yeux rivés au plafond. Une entrée vide dans le programme, une note cryptique, une femme mystérieuse, une boisson empoisonnée, un poète effrayé. Tout cela dans un village tranquille où rien de vraiment dangereux n'était censé se produire. Et pourtant, un vers du dernier poème d'Isobel lui revint à l'esprit. « Nous écrivons les mots que nous n'osons pas prononcer à voix haute. » Elle s'assit, prit son carnet et écrivit une phrase. « Trouver les mots qu'elle n'a jamais prononcés. » Chapitre 3. L'espace vide dans le programme. Miss Marple n'était pas du genre à prendre des libertés avec les affaires des autres. Elle avait toujours trouvé assez vulgaire de s'immiscer dans les affaires des autres, sauf, bien sûr, s'il s'agissait d'une femme assassinée, d'un village en proie à l'inquiétude et d'un silence suspect, là où il aurait dû y avoir de la poésie. Dans de tels cas, croyait-elle, il y avait une obligation morale de s'immiscer avec douceur. Le lendemain matin, alors que Finchley Green était encore enveloppé dans le silence inquiétant qui suit une mort subite, Miss Marple rendit visite à l'imprimeur du village. Adams & Sons, fondé en 1881, se trouvait juste à côté de High Street. Ses vitrines étaient recouvertes d'une épaisse couche de poussière, ses murs tapissés d'affiches friables illustrant des événements passés. Jubilé d'or, thé de charité, chasse au renard de 1927. L'intérieur sentait l'encre et le vieux carton, et la sonnette au-dessus de la porte sifflait plus tôt qu'elle ne sonnait. « Bonjour, monsieur Adams, » dit joyeusement Miss Marple. L'homme derrière le comptoir, un gentleman voûté avec des lunettes à monture d'acier et des doigts noirs d'encre, leva les yeux, clignant des yeux comme s'il était plongé dans une profonde réflexion. « Ah, Miss Marple, de Saint, Mary Mead, avec Madame Fanshawe, n'est-ce pas? Terriblement désolé pour l'affaire d'hier. Quel choc! » « Certainement, » acquiesça Miss Marple en ajustant ses gants. « Et j'imagine que ça a été un choc pour vous aussi, surtout que vous avez imprimé le programme de la foire. » Il hocha la tête, un peu sur la défensive. « Oui, tout à fait. 40 exemplaires sur papier crème, encre bleu roi, comme demandé par M. Denning. Tout a été remis à temps. » « Ah ouais, c'est ce qui me laisse perplexe. Voyez-vous, il y a une ligne vide dans les lectures de poésie. » A annoncé. « Plutôt étrange, n'est-ce pas ?» Adams renifla. « Ce n'était pas mon choix. » Venu du bureau de M. Denning. Ils ont dit qu'ils avaient peut-être un invité spécial, mais n'avaient-ils pas confirmé. Il a dit qui? Non. Il m'a juste dit de quitter les lieux. Et tu n'as jamais eu de version révisée? Non, madame. J'ai fait les épreuves mardi matin. Reprise mercredi par un des membres du comité. Aucun changement depuis. Miss Marple le remercia et partit, l'esprit en ébullition. Denning avait demandé l'espace vide, mais ne l'avait jamais rempli. Pourquoi? De retour au cottage de Mildred, Miss Marple prit le thé seule pendant que sa cousine se rendait à la salle paroissiale pour coordonner les compositions florales de l'autel. Le mot qu'elle avait trouvé, elle sait, elle ne dira rien, était posé sur la table devant elle. La formulation, pensa-t-elle, était curieuse, ni accusatrice, ni colérique, presque pleine d'expectatives, résignée. Quelqu'un savait qu'Isobel avait l'intention de parler et s'attendait à ce qu'elle reste silencieuse. Mais pourquoi?
Un coup frappé à la porte de derrière interrompit ses pensées. C'était la jeune Sarah Whitcomb, la bonne à tout faire des Fanshawe, habituellement joyeuse et légèrement essoufflée. « Pardon, mademoiselle, mais il y a quelqu'un dehors qui dit vouloir vous voir. Elle refuse de donner son nom. Elle dit que c'est privé. » Miss Marple se leva et lissa sa jupe. « Fais-lui visiter, ma chère. Nous parlerons dans le jardin. » Un instant plus tard, une grande femme apparut sur la terrasse arrière, la même femme que Miss Marple avait vue à la foire chuchoter avec urgence à Isobel. Maintenant, en plein jour, elle était encore plus frappante. Cheveux noirs serrés en chignon, pommettes saillantes, yeux brillants comme du charbon. Elle portait une jupe et un chemisier bleu marine, élégants mais ridés par le voyage. « Je suis désolée de venir sans présentation, » dit-elle sans préambule, « mais j'ai une question à vous poser. » Miss Marple désigna une chaise en fer forgé. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je préfère que les conversations se déroulent confortablement. » La femme hésita, puis s'assit, raide. « Je m'appelle Clara Harding. J'étais proche d'Isobel autrefois. » « Un ami ?»« Une étudiante, au début. Plus tard. » Sa voix tremblait. « Plus tard. Plus que ça. » Miss Marple ne broncha pas. Elle se servit simplement une deuxième tasse de thé et la lui passa. Clara la prit mais n'a pas bu. « Je l'ai suppliée de ne pas venir à Finchley, » a-t-elle raconté. Elle m'a dit qu'elle écrivait un poème. Un dernier poème. Il ne parlait ni d'amour, ni de perte, ni de sujets habituels. Il parlait de ce village, à propos de quelque chose qui s'est passé ici. Quelque chose faux. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle avait des preuves, et que ça ébranlerait les gens, qu'elle ne pouvait plus se taire. Miss Marple réfléchit. Et c'était bien là le texte qu'elle avait l'intention de lire. Clara hocha la tête. Elle l'a appelé le dernier verset, mais ce n'était pas celui qu'elle avait lu, n'est-ce pas? J'écoutais depuis le bord de la foule. Elle l'a modifié. Quelque chose l'a effrayée. Miss Marple pencha la tête. A-t-elle dit qui aurait pu s'y opposer? Clara hésita. Elle avait peur d'Arthur Denning. Elle disait qu'il avait le pouvoir dans les petits endroits. C'est ainsi qu'elle l'a formulé. Une pause. Et elle m'a demandé d'emporter quelque chose. Un dossier. Elle me l'a donné ce matin-là, avant la foire. Elle m'a dit de le rapporter à Londres et de ne l'ouvrir qu'en cas de problème. Et toi? Clara fouilla dans son sac à main et en sortit un fin dossier, relié. Elle le posa sur la table du jardin. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. J'avais trop peur. Mais toi, je crois qu'elle aurait voulu, toi pour le voir. Miss Marple ouvrit délicatement la couverture. À l'intérieur se trouvait un manuscrit dactylographié portant l'inscription en gras en haut. Le dernier couplet, par Isobel Denning. En dessous, un sous-titre, un poème à la mémoire d'Alice Greer. Miss Marple se figea. Alice Greer. Ce nom évoquait quelque chose. Un souvenir des histoires de Mildred sur le passé du village. Une jeune fille discrète, une domestique, disparue 10 ans plus tôt. La police avait parlé d'une fugue, mais les rumeurs avaient toujours dit le contraire. Miss Marple tourne les pages. Ce n'était pas seulement un poème, c'était une accusation, écrit en vers voilé mais d'une clarté indéniable dans ses allusions. Un homme d'autorité locale, une jeune fille contrainte, réduite au silence, disparue. Mention d'un verger près du manoir. Un incendie, une boîte cachée. Un silence trop long. « Mon Dieu, » murmura Miss Marple, « ce n'est pas de la poésie. C'est une confession déguisée en métaphore. » Elle allait le lire à voix haute, dit Clara doucement. Elle voulait que tout le monde l'entende. Miss Marple ferma le dossier et regarda le jardin. Les roses étaient en fleurs. La brise portait le faible écho des enfants qui jouaient au loin. « Un vide dans le programme, » a-t-elle dit. Parce que la vérité n'a jamais été censée avoir voix au chapitre. Ce soir-là, Miss Marple téléphona à l'inspecteur Craddock. « Je crois avoir quelque chose d'intéressant, » lui dit-elle. « Et je me demandais si nous pourrions aller visiter le verger derrière Finchley Manor, de préférence avec une bêche. » Il y a eu une pause sur la ligne. «
Une pelle, Miss Marple. Oui, inspecteur. Je crois que nous explorons peut-être plus qu'une simple métaphore. Chapitre 4. Le verger que la mémoire garde. Le verger derrière le manoir de Finchley n'était plus ce qu'il était. Autrefois modeste fierté du domaine de Denning, si rangée soignée de pommiers, de poiriers et de pruniers plantés il y a des décennies, il avait désormais l'aspect fatigué et négligé d'un verger abandonné au souvenir et à l'abandon. L'herbe était trop haute, l'écorce piquée par le temps, et le portail grinça en signe de protestation lorsque l'inspecteur Craddock l'ouvrit cet après-midi-là. Miss Marple le suivait, tenant son ombrelle plus pour l'équilibre que pour l'ombre. Le soleil était revenu, trop éclatant pour l'ambiance qui régnait sur le village, et un silence régnait, troublé seulement par le bourdonnement lointain des insectes. « C'est une étrange mission, Miss Marple, » marmonna Craddock en jetant un coup d'œil aux arbres noueux. « Beaucoup de choses intéressantes sont étranges au départ, inspecteur, » répondit Miss Marple. « Mais si l'on en croit le poème d'Isobel Denning, je pense que nous devrions prêter une attention particulière au 3e rang, 4e arbre à partir du portail ouest. » Il la regarda de travers. « Tu as appris ça d'un poème ? La poésie porte souvent une vérité que la prose ne peut exprimer clairement, » dit-elle doucement. « J'ai pris quelques notes. La strophe dit « La fille, elle attend là où les prunes pourrissent, sous la garde de l'écorce devenue grise. » Ce qui, j'ose dire, correspond assez précisément à celui-là. Ils s'arrêtèrent devant l'arbre indiqué, un prunier large et courbé, au tronc profondément cannelé et marqué par les cicatrices du temps. À sa base, les mauvaises herbes et les ronces avaient toussé en abondance, mais quelque chose dans le sol, plus sombre peut-être, et plus meuble par endroits, intrigua Miss Marple. « Je suggère que nous creusions juste à droite du tronc, » dit-elle en reculant. Craddock, à sa décharge, n'a pas protesté davantage. Il en avait assez vu pour savoir que lorsque Miss Marple avait un pressentiment, il était rarement sans fondement. Avec l'aide de l'agent Ellis et d'une bêche empruntée au jardinier, ils commencèrent à creuser. La terre se révéla d'abord facile, meuble, friable, comme si elle avait déjà été remuée. Puis, à environ 45 centimètres de profondeur, la bêche heurta un sol solide. Craddock s'agenouilla et effleura la terre de ses doigts gantés. Une boîte en fer blanc rouillé émergea, vieille, cabossée, mais intacte. On aurait dit celle qui contenait autrefois des biscuits, peut-être il y a des décennies. « Attention !» murmura Miss Marple. Craddock l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles pliées, jaunies par le temps et sentant légèrement le moisi. Il déplia la feuille du dessus. Une lettre. Pour Arthur Denning, tout a commencé. Son écriture était crispée et légèrement tremblante. « Tu as dit que personne ne me croirait. Mais j'écris ceci au cas où il arriverait quelque chose. J'ai tout raconté à Madame Hargreaves. Elle m'a dit de partir, mais je n'ai pas d'argent. Tu m'as fait peur en venant hier soir. S'il arrive quelque chose, sache que ce n'est pas entièrement ma faute. C'est toi qui as commencé. Pas moi. Je n'avais que 16 ans. Alice Greer. » Le silence qui suivit fut épais. Craddock lut la lettre 2 fois, puis la tendit à Miss Marple, qui la lut une fois, les lèvres pincées. Elle resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Lorsqu'elle le fit, sa voix était basse. Elle a enterré sa vérité ici, là où personne ne la trouverait. Et Isobel, elle a dû la découvrir. Craddock retourna la boîte. Sous la lettre se trouvait une broche, un bijou fantaisie bon marché, terni par le temps. Probablement celui d'Alice. Un souvenir qui ne lui fut jamais rendu. « Il y a des gens dans ce village, » dit lentement Miss Marple, qui se sont convaincus que le mal commis en silence n'est pas vraiment mal. Cette peur peut s'effacer avec le temps. Mais la mémoire, surtout celle d'une femme, survit plus longtemps qu'on ne le pense. De retour au poste, les preuves furent documentées. Craddock se montra prudent. La lettre n'était pas une preuve concluante d'un crime, peut-être pas aux yeux de la loi, mais elle dressait le portrait effrayant d'une jeune fille effrayée et seule. Et si Isobel l'avait trouvée,
Comme il le soupçonnait désormais, cela lui donnait un motif évident pour affronter Arthur Denning. « Supposons qu'elle ait voulu le démasquer avec ce poème, » dit Craddock ce soir-là, debout à côté de Miss Marple dans le jardin. Il a dû en avoir vent. Peut-être l'a-t-il entendu répéter, ou quelqu'un l'a-t-il prévenu. Et il l'a réduite au silence, conclut Miss Marple d'une voix douce, ni par amour, ni par vengeance, mais pour préserver une réputation bâtie sur la pierre pourrie. Craddock soupira. C'est encore circonstanciel. Il nous en faut plus. Miss Marple leva les yeux vers le ciel, qui avait pris une douce teinte ambrée. Alors, il faut trouver quelqu'un qui savait, quelqu'un qui a vu mais n'a rien dit. Cette personne s'est avérée être Madame Hargreaves. Miss Marple la trouva le lendemain au jardin du presbytère, taillant des rosiers avec le regard pensif de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps avec un lourd secret. Eleanor Hargreaves avait été gouvernante, puis gouvernante des Denning, avant de se retirer discrètement dans la vie ecclésiastique. Elle avait maintenant plus de 70 ans, une posture droite mais un regard fragile. « Je me suis toujours demandé quand quelqu'un viendrait me demander, dit-elle simplement à l'arrivée de Miss Marple, « Viens t'asseoir avec moi. Ces roses ont entendu tous mes péchés. » Ils étaient assis sur un banc blanc sous une treille. Un parfum de chèvrefeuille flottait entre eux. « Elle est venue me voir, » dit Madame Hargreaves. « Alice. C'était il y a des années. Elle pleurait. Elle m'a dit que M. Denning, pas celui qui était là, mais le père Denning, lui avait rendu visite. Des visites tardives. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit de partir. Je lui ai offert 10 livres. Elle a dit qu'elle partirait, mais elle a disparu. Tu ne l'as jamais dit à personne. Qu'aurais-je pu dire? Qu'un homme respecté aurait pu prendre des libertés. Personne ne m'aurait cru, ni elle, et j'avais peur. » La voix de Miss Marple était douce. « Arthur Denning savait-il qu'elle était venue vous voir ?» Madame Hargreaves hocha la tête. « Il est venu me voir 2 jours après la disparition d'Alice. Il m'a dit qu'elle avait quitté la ville. Il m'a demandé de ne pas attiser les rumeurs. Il y avait quelque chose dans son regard. Pas de la rage, de la froideur. Comme si j'étais une pièce d'échec qu'il avait déjà dominée. » Miss Marple lui tapota la main. « Je pense qu'il est temps de dire la vérité à voix haute. » Ce soir-là, Craddock convoqua Arthur Denning au poste pour l'interroger. Les preuves étaient circonstancielles, certes, mais elles suffirent à exercer une pression. Denning arriva serein, bien sûr. Cheveux brossés, costume impeccable, air légèrement condescendant. « Inspecteur, j'espère que vous comprenez l'absurdité de ces accusations, » dit-il, le regard impassible. « Cette femme, Isobel, avait un don pour le drame. Et pourtant elle est morte, » répondit Craddock, empoisonnée. Peu après avoir composé un poème qui, nous le pensons, vous impliquait dans quelque chose d'historique. Denning ne dit rien. Nous avons trouvé une lettre d'Alice Greer. Denning se raidit à peine perceptiblement. Mais pour Miss Marple, qui observait derrière la vitre, c'était suffisant. Un fantôme s'était levé. Et Arthur Denning, malgré son charme éprouvé, ne s'y était pas préparé. De retour au cottage de Mildred, Miss Marple a terminé son tricot. Le motif torsadé enfin terminé. « Je dis toujours, » fit-elle remarquer à sa cousine, « qu'il ne faut jamais présumer que le passé est enfoui, surtout pas dans un endroit comme Finchley Green. »« Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Mildred en posant sa tasse de thé. Miss Marple regarda vers la fenêtre, où le soleil s'était glissé sous la haie et où les ombres du verger s'étendaient sur toute la terre. « Maintenant, » dit-elle doucement. « Maintenant, attendons que la vérité éclate. Et parfois, ma chère, cela demande un peu de lumière et beaucoup de patience. » Chapitre 5. Un meurtre très civilisé. À Finchley Green, la civilité était considérée comme une vertu supérieure à presque toutes les autres. On pouvait bavarder avec véhémence, soupçonner son voisin d'arroser son jardin avec un tuyau d'arrosage emprunté,
ou détester discrètement le tempo du nouvel organiste, mais tout cela était enveloppé dans le doux voile d'un silence poli. Même le meurtre, comme on le savait, avait un visage poli. Au Rose and Thistle, la seule véritable auberge du village, Arthur Denning était assis sous les bois d'un cerf mort depuis longtemps et sirotait son brandy avec une précision mécanique. Il avait refusé de rentrer chez lui à Finchley Manor, après son interrogatoire au commissariat, tout en insistant sur le fait que c'était simplement pour éviter de perturber le personnel. Miss Marple le savait. Elle avait observé autour d'un délicieux scone à la crème à la table de Madame Fanshawe que la culpabilité se manifeste souvent non pas par une disparition, mais par un effort exagéré pour rester visible et plein. Il met en scène une petite performance, dit-elle doucement en s'essuyant le coin des lèvres. Un homme seul, sirotant des remords, dans un verre, ruminant sous le regard attentif d'un animal mort. C'est très lyrique. Mildred rit nerveusement. Tu le fais passer pour un méchant dans une de ces pièces radiophoniques. Le sourire de Miss Marple était léger, mais ses yeux, eux, ne l'étaient pas. Ma chère Mildred, la radio ne fait qu'emprunter à la vie. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock s'occupait du travail fastidieux que requièrent les véritables enquêtes policières. Entretien, vérification des dossiers, recueil de déclarations et suivi de pistes qui menaient souvent à des tas de compost plutôt qu'à des cadavres. L'une de ces pistes concernait les derniers jours d'Isobel Denning. Il avait envoyé un agent de police dans la ville de Hemsley, à quelques kilomètres de là, où Isobel aurait passé quelques nuits avant la foire. Elle avait séjourné dans une petite pension sous son nom de jeune fille, Isobel Rowley. La propriétaire, Madame Dutton, était une femme corpulente et attentive à qui rien ne manquait. Elle confirma qu'Isobel était bien arrivée, l'air fatigué et agité, et qu'elle avait passé le plus clair de son temps à écrire, toujours porte fermée à clé. Elle a payé en espèces, a ajouté Madame Dutton, et elle ne voulait pas de repas. Mais elle a demandé si la chambre avait un coffre-fort. Elle a dit qu'elle avait quelque chose de très important à protéger. Craddock nota chaque mot. Quelqu'un lui a-t-il rendu visite? Madame Dutton marqua une pause. Oui, un homme, d'âge mûr, costume impeccable. Il l'a demandé par son nom de jeune fille, mais n'a pas laissé de carte de visite. Je me souviens de lui parce qu'il avait un accent étrange, plutôt raffiné mais dur, comme s'il faisait semblant de ne pas être en colère. Serait-ce Arthur Denning? Elle réfléchit un instant. C'est possible. Mais il portait un chapeau bas sur le front. Je n'ai pas bien vu. A-t-elle laissé quelque chose derrière elle? Non, elle a tout pris. Elle a laissé la chambre propre. Mais le lendemain de son départ, j'ai trouvé un coin de papier déchiré sous la commode. On aurait dit de la poésie, je crois. Craddock réclama le texte, mais il avait été jeté depuis longtemps. Néanmoins, cette visite confirma une possibilité. Quelqu'un avait appris ce qu'Isobel écrivait et s'efforça de l'en dissuader. À Finchley Green, les gens recommençaient à parler, avec prudence. « C'était un suicide, c'est sûr, » dit M. Peckham, le maître de poste, tout ce tempérament artistique. « Je crois que c'était cette jeune femme de Londres, » murmura Madame Cholmondeley à la mercerie, « celle en pantalon. Poison a un côté très métropolitain. »« Le cœur d'Arthur est brisé, » insista la femme du vicaire, son ton désapprouvant quiconque suggérait le contraire. Miss Marple, qui entendait ces choses aussi naturellement que les roses entendent les abeilles, continua simplement son tricot. Chaque rang, chaque boucle, une pensée, un souvenir, un soupçon. Jeudi matin, elle a reçu une lettre dans une enveloppe ordinaire. Elle avait été glissée sous la porte d'entrée de Mildred, sans le nom de l'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une seule ligne, tapée. Si vous continuez à poser des questions, quelqu'un d'autre cessera de répondre. Miss Marple le lut une fois, puis une deuxième fois. Elle le plia soigneusement et le posa à côté de sa tasse de thé. « On t'a menacé ?» s'exclama Mildred lorsque Miss Marple le lui apprit. « Averti, » corrigea-t-elle doucement. « Les menaces sont plus bruyantes. » C'était censé ressembler à un conseil. « Vas-tu le dire à l'inspecteur ?»« En temps voulu. »
dit Miss Marple. « Mais d'abord, j'ai l'intention de rendre visite à quelqu'un. O.M.S. Madame Templeton. » Madame Judith Templeton était un nom rarement prononcé dans le village sans une longue pause. Autrefois pianiste respectée et veuve d'un député local déchu, elle était devenue une sorte de recluse après un scandale personnel impliquant un homme plus jeune et une lettre plutôt enthousiaste lue par erreur lors d'une brocante paroissiale. Elle vivait désormais dans le cottage exposé au nord, juste à côté de Tisbury Lane, une petite maison envahie par le lierre et les rumeurs. Miss Marple ne l'avait rencontrée qu'une seule fois, des années auparavant, lors d'un récital à Bath, et se souvenait d'elle pour son interprétation passionnée de Chopin et sa défense encore plus passionnée du trifle au rhum. Elle frappa 2 fois à la porte et attendit. Il s'est ouvert lentement. Madame Templeton avait la même apparence, grande, cheveux argentés, vêtue d'une robe de chambre en soie cramoisie, comme si elle attendait un orchestre à tout moment. Elle fixa Miss Marple un instant de trop. « Je sais qui tu es, » dit-elle. « C'est toi qui résous toujours les problèmes. »« Je ne fais que tricoter et écouter, » répondit agréablement Miss Marple. « C'est pire, » dit Madame Templeton en s'écartant. « Entrez. » Le salon était sombre et empli d'un parfum de vieilles partitions et d'oranges. Un métronome résonnait régulièrement sur la cheminée. « Je suppose que vous êtes venu pour Isobel, » dit la femme en versant 2 xérès sans demander la permission. Tout le monde fait semblant d'oublier qu'elle a déjà existé. « Tu la connaissais bien ? » Je lui ai appris la musique quand elle était petite, et après l'échec de son premier mariage, elle laissait rester brièvement chez moi. C'est ici qu'elle a écrit ses premiers poèmes. Elle avait du talent. Elle était dangereuse, non pas à cause de sa plume, mais parce qu'elle ne supportait pas le mensonge. Et Finchley, Miss Marple, est bâtie sur ce principe. Miss Marple sirota son chéri. « Croyez-vous qu'elle a été assassinée ? Je crois qu'Arthur Denning est un homme qui a exploité la honte des autres pour gravir les échelons. Et je crois qu'elle en avait assez de lui tenir la barre du bas. Est-ce qu'elle s'est confiée à toi ? Pas tout, mais assez. Assez pour savoir qu'elle avait l'intention de lire quelque chose, d'explosif. » Miss Marple se pencha en avant. « Pensez-vous qu'Arthur l'a découvert à temps ? » « Je pense qu'Arthur n'a pas besoin de temps, » dit doucement Madame Templeton. « Il lui faut un mobile. Et la peur est le meilleur mobile qui soit. » Il y eut un long silence. « Elle m'a laissé quelque chose, » ajouta Madame Templeton presque à voix basse. « Pas son poème, mais une lettre. Elle m'a dit que si quelque chose arrivait, je devrais la remettre à quelqu'un qui comprendrait le prix du silence. » Elle a fouillé dans un tiroir et en a sorti une enveloppe. Miss Marple le prit. Sur le devant, de la main d'Isobel, était écrit « À celui qui écoute le mieux ». Ce soir-là, Miss Marple lut la lettre sous sa lampe. « Je ne suis pas courageuse. Je pensais pouvoir l'être, mais je ne le suis pas. J'ai vu la boîte dans le verger. J'ai trouvé la broche d'Alice. J'ai dit à Arthur que je le savais. Il m'a souri. C'est ce qui m'effraie le plus. Ce sourire. Il a dit que personne ne se soucierait d'une fille disparue 10 ans auparavant. Mais moi, je m'en soucie. Et si vous lisez ceci, c'est que j'ai oublié de le dire à voix haute. Pardonnez-moi. » Miss Marple a fermé la lettre. Et puis elle alluma une nouvelle bougie, sortit son carnet et commença à écrire. Sa dernière phrase était délibérée. « Arthur Denning n'a pas tué par panique. Il a tué par certitude. » Chapitre 6. La vérité que le thé ne peut pas effacer. C'était le genre de matin pour lequel le thé avait été inventé. Des nuages gris s'accumulaient sur les collines tels des vieillards bavards, et une fine brume s'enroulait le long des haies, amortissant chaque pas dans Finchley Green. Dans les salons et les cuisines, on allumait des bouilloires, on infusait des théières, et on beurrait des scones avec plus de soin que d'habitude, car rien n'est plus réconfortant dans un village anglais, même après un meurtre, qu'une bonne tasse de Darjeeling et l'illusion que la vie continue intacte. Mais Miss Marple n'était pas encline aux illusions. Pas quand une jeune femme avait été empoisonnée pour avoir écrit la vérité. Pas quand la moitié du village semblait déterminée à oublier qu'une jeune fille nommée Alice Greer avait jamais existé.
et certainement pas quand Arthur Denning errait encore dans les rues de Finchley comme si de rien n'était, la démarche posée, le regard direct et la voix chargée de bonjours saccadés. C'était ce dernier détail qui troublait le plus Miss Marple. « Il est aussi calme », fit-elle remarquer à Mildred au petit déjeuner. « On confond souvent arrogance et sang-froid, mais la différence réside dans le regard. Un homme vraiment posé a le front doux. » « Le regard de M. Denning est tranchant. » Mildred fronça les sourcils. « Alors pourquoi l'inspecteur Craddock ne l'a-t-il pas arrêté ? » « Parce que nous n'avons pas de preuves, seulement des insinuations. Et Finchley Green ne manque pas d'opinion, mais la loi exige des faits. Je pense qu'une lettre d'un poète décédé, une boîte cachée et la confession d'une gouvernante compteraient. Dans un roman de Christie, peut-être, murmura Miss Marple avec un petit sourire. Mais dans la vraie vie, les jurys préfèrent les sujets plus clairs. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock était dans son bureau, regardant 3 morceaux de papier. Le premier était le poème d'Isobel Denning, le dernier couplet, récupéré auprès de son amie Clara Harding et désormais soigneusement conservé dans une pochette plastique. La deuxième était la lettre d'Alice Greer à Arthur Denning, émouvante, accablante, mais non signée et non datée. La troisième était la lettre personnelle d'Isobel, celle qu'elle avait écrite sous le coup de la peur, et non en vers. Tous pointaient dans la même direction, tous criaient la même accusation, et pourtant, aucun, à lui seul, ne pouvait conclure une affaire. Il s'est frotté les tempes. Miss Marple entra juste à ce moment-là, annoncée par le joyeux gendarme Ellis. « Ah, Miss Marple, » dit Craddock en se levant. « Entrez, s'il vous plaît. J'espérais vous voir. »« J'imagine que oui, » dit-elle d'un ton léger, « surtout que je reviens tout juste du Finchley Book Club. » Craddock cligna des yeux. « Le quoi ?»« Le club de lecture, inspecteur. Il se réunit tous les 15 jours dans la salle de lecture au-dessus de la boulangerie. Surtout des femmes d'un certain âge. Mais le plus intéressant, c'est qu'Isobel Denning l'avait récemment rejoint. Est-ce que c'était important ? Seulement parce qu'elle n'en a parlé à personne, ni à Clara ni à Madame Templeton. Pourtant, elle a assisté à 3 réunions sous le nom d'Isobel Rowley, d'après Madame Hitchings, qui n'oublie jamais un visage, sauf s'il figure sur un billet de banque. Isobel était particulièrement curieuse. Scandales locaux dans les numéros précédents du Chronique paroissiale. Craddock se redressa. Elle faisait des recherches. En effet. Et plus intéressant encore, quelqu'un d'autre a commencé à fréquenter le club à la même époque. Quelqu'un qui n'était pas connu pour son intérêt pour la littérature. Arthur Denning. Miss Marple eut un léger sourire. Madame Whitlow le décrivit comme étant peu convaincant, par Jane Austen. Craddock était debout. Il l'a donc suivi. Il a suivi ses déplacements. Il a peut-être même appris qu'elle avait trouvé la boîte dans le verger. Miss Marple hocha la tête. Il semble toujours avoir une longueur d'avance, mais de justesse. C'est la marque d'un homme qui a quelque chose à cacher. Craddock expira. Il nous en faut plus. Je sais, dit Miss Marple. C'est pourquoi j'ai l'intention de prendre le thé avec lui. Craddock leva brusquement les yeux. Tu quoi ? Arthur Denning m'a invité il y a quelques jours, par l'intermédiaire de sa secrétaire. Une invitation plutôt maladroite, déguisée en politesse. Je crois qu'il me teste, et j'ai bien l'intention de passer. Craddock ouvrit la bouche, la referma, puis dit « Faites attention. » Je suis toujours prudent, inspecteur. Je suis né ainsi. Le manoir de Finchley était une belle demeure, tout en pierre couleur miel et aux cheminées ornées de lierre, perchée à l'orée du village, telle une tante autoritaire. Miss Marple arriva à 3 heures précises, vêtue de sa plus belle tenue bleu marine et portant une boîte de sablé préparée le matin même. Elle était convaincue qu'il ne fallait jamais arriver les mains vides, même pour rendre visite à un meurtrier. Le salon était ensoleillé et impeccable. Un feu crépitait doucement sous la cheminée, et le service à thé était dressé avec de la porcelaine tendre, des pinces en argent et des tranches de citron disposées comme des pétales dans un bol en cristal. Arthur Denning était charmant. « Mademoiselle Marple »
dit-il en se levant et en lui tendant la main. « Quel plaisir! J'admire la ponctualité. »« Je trouve que ça met les gens à l'aise, » répondit-elle en lui serrant délicatement la main. « Même si je soupçonne que vous ne l'êtes pas souvent, monsieur Denning. » Il sourit. « Tu vas droit au but. Je trouve qu'il est inutile de tourner autour du pot, surtout quand tant de gens s'efforcent de l'enterrer. » Ses yeux clignaient, mais sa voix restait posée. Et quelle vérité serait-ce? Miss Marple se servit du thé. Qu'Isobel Denning a été assassinée, qu'Alice Greer n'a jamais fui, que votre nom est à l'origine de ces 2 tragédies, même si c'est habilement dissimulé. « Tu es un invité chez moi, » dit-il, son sourire se resserrant. « Et vous êtes le genre d'hôte à servir le thé sur des secrets enfouis. On dirait qu'on est à égalité. » Pendant un instant, le seul bruit dans la pièce fut le crépitement du feu et le léger tintement d'une cuillère sur la porcelaine. Puis Denning se pencha en avant. « Vous n'avez aucune preuve. »« J'ai des schémas, » dit calmement Miss Marple. « Je les vois là où d'autres n'en voient pas. Je vois que vous avez courtisé Isobel non par amour, mais par silence. Que lorsque le silence a menacé de se rompre, vous avez frappé à nouveau, non pas avec rage, mais avec calcul. Un meurtre civil, commis avec la précision d'un homme qui sait précisément jusqu'où il peut aller avant que quiconque ne crie au scandale. » Il rit une fois, d'un rire bas et sans humour. « Tu crois m'avoir eu? »« Non, » dit Miss Marple. « Mais je pense que tu t'en es tiré. » Elle se leva alors et lissa sa jupe. « Mais un meurtre, monsieur Denning, c'est comme de l'encre renversée sur du linge. On peut éponger et frotter, mais l'ombre demeure. J'ai l'intention de la retrouver. Et sachez que je suis très doué pour la lessive. » Cette nuit-là, un incendie se déclare au bureau des archives paroissiales. L'attaque n'était pas de grande ampleur. Elle allait été rapidement maîtrisée par la brigade locale, mais elle a suffi à détruire plusieurs boîtes de stockage de vieux bulletins d'information, de dossiers et de procès-verbaux de réunions de comités passés, y compris, notamment, celle de l'année où Alice Greer a disparu. Miss Marple se tenait à côté de Craddock tandis qu'ils examinaient le désordre carbonisé. « Pratique, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle se baissa et ramassa un coin de page à moitié brûlé. Il portait le titre « Guilde des femmes, procès-verbal d'octobre 1948 » et griffonné faiblement au crayon, presque illisible, se trouvait un nom. A. Denning. Chapitre 7. L'incendie des archives. Le lendemain matin de l'incendie, le village de Finchley Green sentait vaguement le bois humide et les vieux secrets. La fumée s'était répandue au petit matin, tel un avertissement trop poli pour être crié, et lorsque le marguillier se réveilla, le mal était fait. La salle des archives derrière Saint. Cuthbert, une modeste annexe utilisée pour conserver les procès-verbaux de l'Église, les bulletins de la Guilde des femmes et les décisions du Conseil remontant à un demi-siècle, n'était plus qu'un tas de bois calciné et de cendres cassantes. Au petit déjeuner, la nouvelle s'était répandue plus vite que l'incendie. Miss Marple arriva sur les lieux avant que la fumée ne se soit complètement dissipée. Elle portait un élégant tweed marron et tenait un petit carnet sous le bras. L'inspecteur Craddock se tenait près des restes fumants, la mâchoire serrée. « Ils disent donc que c'était électrique, » murmura-t-il. « Du vieux câblage, de la poussière. C'est le mot officiel, en tout cas. » Miss Marple jeta un coup d'œil dans les décombres. « Oui, ça prend feu, ça arrive, surtout quand on leur donne un peu d'aide. » Craddock resta silencieux au début. Puis il désigna une table pliante sur le côté où plusieurs documents à moitié brûlés étaient disposés pour examen. Nous avons réussi à en sauver quelques bribes, mais la plupart ont disparu, y compris le procès-verbal complet du Conseil de 1948. « Comme c'est précis, » murmura Miss Marple, « l'année même de la disparition d'Alice Greer. »« Je sais, et comme par hasard, c'est précisément l'ensemble des documents qu'Isobel a demandé en salle de lecture. » Miss Marple se tapota le menton du doigt ganté. « Et la page que j'ai trouvée hier ?» demanda-t-elle. « Celle avec le nom d'Arthur Denning légèrement écrit. Au crayon. »« On est en train de l'examiner, » dit Craddock.
Il y a trop peu d'éléments pour agir, mais c'est déjà ça. Pourtant, un nom à moitié brûlé n'est pas une preuve de meurtre. Non, à moins que cela ne mène à un mobile, dit Miss Marple. Et le mobile, mon cher inspecteur, c'est là où les gens dérapent. Cet après-midi-là, Miss Marple demanda à aller à la boulangerie du village, non pas comme elle l'avait dit à Mildred pour les brioches au raisin, mais pour quelque chose de plus nourrissant, des informations. La boulangerie se trouvait au coin de l'Arch Lane et était dirigée par Madame Tinsley depuis plus de 30 ans. Elle connaissait le pain préféré de chacun, les secrets de chacun, et savait quelle famille feignait des allergies alimentaires pour éviter le gâteau de la femme du pasteur. Miss Marple est arrivée juste au moment où le dernier lot de galettes d'avoine était sorti du four. « Jane Marple, tu es superbe cet après-midi, n'est-ce pas ?» s'exclama Madame Tinsley avec un grand sourire. « Tu viens faire ton petit déjeuner habituel ?»« En fait, » dit Miss Marple avec un sourire, « je suis venue me renseigner sur une très vieille boîte à biscuits. » Les sourcils de Madame Tinsley se haussèrent. « Une boîte à biscuits ?» Le modèle vendu ici en 1948, avec une bordure dorée et un motif de coquelicot bleu, je crois. Madame Tinsley cligna des yeux puis hocha lentement la tête. « Eh bien, je le serai. » Oui, nous avons bien transporté ces boîtes, chez un fournisseur de Gloucester. C'était il y a longtemps. Vous souvenez-vous en avoir vendu à la famille Denning? Oh oui, Madame Denning. L'aînée remarquait. En a acheté une douzaine pour la guilde des femmes. Elle les a remplis de biscuits pour le thé. Elle en a donné un à chaque membre du comité. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Y compris Alice Greer? Elle n'était pas membre, juste la femme de ménage. Mais oui, je me souviens que Madame Denning lui en avait offert un spécialement. Elle l'appelait « un gage de bonne manière ». Cet enfant venait tous les mercredis chercher des tranches de mélasse. Quelqu'un aurait-il su qu'elle l'avait? La moitié du village, gloussa Madame Tinsley. Elle était fière de cette boîte. Elle disait qu'elle y conservait ses histoires. Miss Marple se pencha. Des histoires? C'est comme ça qu'elle appelait son journal. Elle disait qu'un jour quelqu'un le lirait et remettrait les choses en ordre. Miss Marple est rentrée chez elle avec bien plus que des petits pains. De retour au chalet, elle trouva Clara Harding qui l'attendait sur le pas de la porte, son manteau humide d'une bruine surprise et son expression urgente. « Je crois que tu avais raison, » dit-elle tandis que Miss Marple ouvrait la porte. « Arthur a peur. » D'exposition? De perdre le contrôle. Je l'ai croisé sur la voie. Il avait l'air fissuré, comme un miroir qui tient encore, mais qu'un seul coup suffirait à briser. Il a passé des coups de fil. Je l'ai vu faire les 100 pas avec un carnet, marmonnant des noms. Miss Marple l'a fait entrer et lui a servi du thé. « Je suis inquiète, » dit Clara. « Il sait que j'avais le poème, que je te l'ai donné. » La voix de Miss Marple était calme. « Il vous a menacé. » Pas directement, mais il a dit « Ceux qui s'immiscent dans les affaires des autres ne savent souvent pas dans quoi ils mettent les pieds. » Miss Marple remua son thé. « C'est un aveu, en quelque sorte. Mais la peur, Miss Harding, a une forme, et si nous pouvons en dessiner les contours, nous pourrons révéler ce qu'il cache. » L'inspecteur Craddock est revenu juste après le crépuscule avec des nouvelles. « Nous avons retracé les retraits bancaires d'Isobel, » dit-il à Miss Marple, arpentant son salon comme un homme perdu dans ses pensées. « Elle a retiré 30 livres la veille de sa mort. Une somme importante, surtout pour quelqu'un qui semblait prudent. Pourquoi? On ne sait pas, mais on sait qu'elle en a donné une partie à Madame Hargreaves, une sorte de compensation. « Ah !» dit Miss Marple, « elle réglait ses dettes. Elle se donnait bonne conscience. »« Il y a plus, » dit Craddock, « une deuxième lettre, pas écrite par Alice, trouvée par Clara Harding au dos du dossier de poème. Elle avait glissé dans la couture. C'est une page d'un registre paroissial, daté du 12 avril 1948. Elle indique qu'Arthur Denning, pas encore conseiller municipal, a signé un paiement pour entretien et discrétion, AG. Miss Marple ferma les yeux un instant. Alice Greer. Exactement. Mais la somme, 5 livres, est marquée d'une autre main.
peut-être ajouté plus tard. Miss Marple ouvrit les yeux. Puis quelqu'un a essayé de l'effacer, avec de l'argent. D'abord dans sa vie, puis dans les archives. Craddock cessa de faire les 100 pas. Ce n'est pas seulement de la culpabilité. C'est de la corruption, historique, répétée. Et cela rend Denning vulnérable. « Comment voulez-vous procéder » a-t-il demandé. Miss Marple posa sa tasse de thé. « Je veux l'inviter à prendre le thé. » Arthur Denning arriva le lendemain après-midi avec sa grâce habituelle, impeccablement vêtu et portant un bouquet de roses de serre. Il sourit à Mildred, fit des commentaires sur le jardin et complimenta même le gâteau aux fruits. Miss Marple attendit que le thé soit servi et que les bavardages se soient taris. Elle a ensuite placé une seule feuille de papier sur la table. L'écriture comptable. Denning le regarda. Il ne le prit pas. « Je vois, » dit-il doucement. « Nous sommes donc passés aux accusations voilées. »« Pas voilées, » dit Miss Marple, « et pas des accusations. Des faits, de ceux qu'on ne peut pas brûler. Tu penses tout savoir. J'en sais assez. Je sais qu'Alice Greer est venue vous voir effrayée, que vous l'avez payée, non par gentillesse, mais pour qu'elle disparaisse, qu'elle ne l'a pas fait, que quelqu'un l'a aidée à cacher la vérité, et qu'Isobel Denning, votre seconde épouse, a eu le courage de tenter de la faire éclater au grand jour. » Denning resta immobile, très immobile, puis il a dit « Elle a dit qu'elle lirait le poème, qu'elle voulait réparer les dégâts. Je l'ai suppliée de ne pas le faire. » La voix de Miss Marple était douce. « Et quand la mendicité a échoué ?» Il y eut une longue pause. « Je ne voulais pas la tuer, » dit enfin Denning. « Je voulais juste arrêter la lecture. Je lui ai dit que j'allais dénoncer Clara, ruiner sa réputation, ruiner la sienne. Elle a ri. Elle a dit que je n'avais plus aucun pouvoir. » Il baissa les yeux vers sa tasse de thé. Je l'ai glissée dans son verre avant le spectacle. C'était juste censé la rendre malade, la retarder. Pas... Il n'a pas fini. Miss Marple hocha la tête, comme si elle fermait un livre. Certaines vérités, monsieur Denning, refusent de rester enfouies. Et quand on essaie de réduire au silence une femme, la voix de nombreuses autres s'élève. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait doucement sur le village, Craddock plaça Arthur Denning en état d'arrestation. La nouvelle se répandit rapidement, comme tout dans les villages anglais. Mais elle fut annoncée à voix basse, entre 2 gorgées de sherry et un regard par-dessus une tasse de thé. Personne ne cria, personne ne pleura. Mais chacun comprit que quelque chose avait changé. Et dans les coins tranquilles de Finchley Green, le nom d'une fille était enfin prononcé sans honte. Alice Greer. Chapitre 8. Le village se souvient. À Finchley Green, la mémoire circulait lentement mais restait solide. Il a dérivé comme du lierre au fil des ans, s'enroulant autour des portes et des vitres, remontant au-delà des murmures et des histoires non dites, jusqu'au jour où il a fleuri. L'arrestation d'Arthur Denning avait eu cet effet. De vieux secrets avaient dit fleuri là où personne n'avait veillé depuis des décennies. On ne parlait pas de lui haut et fort, pas encore, mais son absence au marché du jeudi, sa chaise vide à la table du conseil paroissial et les fenêtres obscurcies du manoir de Finchley affirmaient sa culpabilité plus clairement que n'importe quel titre. Et maintenant, avec la vérité révélée, le village a commencé à se souvenir d'Alice Greer. Le premier à prendre la parole fut le vieux monsieur Redpath, le laitier à la retraite. Un matin, il se tenait maladroitement au bord de la place du village, tirant sur sa casquette, le regard perdu dans le vide. « Je livrai chez les Denning en 1948, » raconta-t-il à l'inspecteur Craddock qui passait par là. « C'est Alice qui prenait la caisse. Elle disait toujours merci, même quand ses yeux semblaient n'avoir jamais dormi. » Craddock marqua une pause. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Redpath se gratta l'arrière de la tête. Seulement qu'elle avait des bleus facilement. Elle portait toujours des manches, même en été, mais elle disait que c'était la faute du chat. Personne n'a jamais signalé sa disparition. Elle a été renvoyée,
C'est ce qu'on disait. Madame Denning prétendait qu'elle s'était enfuie à Bath avec un facteur. Je n'y ai jamais cru. Ce n'était pas son genre. Elle avait l'air d'attendre quelque chose. Ou quelqu'un. Cette phrase résonna dans les oreilles de Craddock. J'attends quelque chose. Ou quelqu'un. Dans les jours qui ont suivi, d'autres souvenirs ont refait surface. Madame Wentham, qui avait autrefois travaillé comme couturière pour les dames du manoir, se souvenait d'une nuit où Alice était arrivée à son cottage, tremblante et les yeux rouges. Elle m'a demandé de recoudre une déchirure dans son uniforme, a-t-elle raconté à Miss Marple lors d'une visite discrète. Elle a dit qu'elle l'avait attrapée sur un rosier. Mais il n'y avait pas de sang, juste une déchirure près de l'ourlet. Je lui ai proposé du thé. Elle n'en a pas voulu. Elle est restée près de la fenêtre à regarder le chemin. Miss Marple, qui écoutait ces détails comme les botanistes étudient les pétales, comprenait la forme de la peur lorsqu'elle l'entendait. Elle avait peur de s'asseoir, dit Miss Marple à voix basse. Elle avait peur de baisser sa garde. Elle est partie avant que la bouilloire ne siffle, dit Madame Wentham, et je ne l'ai plus jamais revue. Même le vicaire, cet homme doux aux paroles mesurées, s'est retrouvé à réfléchir à haute voix pendant le sermon du dimanche. Parfois, dit-il, sa voix résonnant doucement à travers les hautes poutres de Saint-Cuthbert, une communauté est jugée non pas à la façon dont elle célèbre les vertueux, mais à la façon dont elle se souvient des victimes. Ne nous cachons pas derrière un oubli poli, lorsque la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous libère. L'assemblée resta figée et silencieuse, mais quelques regards se baissèrent, et un ou deux couples, dont celui de Madame Panaris, se mirent à pleurer. Miss Marple, quant à elle, restait discrète, comme à son habitude. Elle n'affichait pas son implication dans l'affaire, ni ne se laissait aller aux remerciements chuchotés qui la suivaient lors de ses promenades. Elle reprenait simplement sa routine, tricoter près de la fenêtre, s'occuper du jardin de Mildred et écouter la brise. Mais son esprit n'était pas encore en paix. La question se posait toujours de savoir comment Isobel avait réellement trouvé la boîte dans le verger. Elle n'en avait parlé que vaguement dans sa lettre. Je suis allé chercher là où personne n'avait jamais osé. Mais Miss Marple, toujours, attachée aux détails pratiques, soupçonnait que l'instinct ne l'avait pas guidée. Et ainsi, un bel après-midi, elle retourna à la salle de lecture de Finchley. La pièce était petite et sentait légèrement la vieille colle et la poudre à moquette. Un ventilateur sifflait au-dessus de nos têtes. Derrière le comptoir d'accueil était assis M. Abbott, le bibliothécaire bénévole, qui passait la plupart de ses journées à dormir en lisant un numéro de La Vie à la campagne. « Ah, Miss Marple, dit-il en se redressant avec un effort visible, vous venez pour les nouveaux romans policiers. J'ai bien peur que non, dit-elle aimablement. Je me demandais si vous aviez les plans des lotissements locaux. Des plans de domaine ? Oui, des années 1940 précisément. Je crois qu'elle faisait partie d'un don du cabinet d'avocats après la guerre. Marmonna-t-il en se levant avec un léger gémissement. Ils sont peut-être dans le placard, près des rapports du conseil paroissial. Personne ne les a consultés depuis des années. Plus poussiéreux que les sermons du recteur, si je puis dire. Miss Marple trouva le dossier en question, grand et taché par les intempéries. À l'intérieur se trouvaient plusieurs cartes jaunies, dessinées à la main avec soin et annotées. L'une d'elles, datée de 1947, montrait l'ensemble du domaine de Finchley Manor, la maison principale, les cottages extérieurs et le verger. Mais ce qui a attiré son attention, c'est un petit X, pâle près du 4e arbre de la 3e rangée. Une note à côté, au crayon délavé, ancienne fosse de stockage. Ne pas déranger. Elle le regarda fixement. Isobel avait dû voir ça. Peut-être était-elle venue en quête d'inspiration, ou simplement par curiosité. Peut-être avait-elle emprunté les cartes lors d'une réunion du club de lecture. Et là, cachée, elle avait découvert le secret du verger et suivi sa trace jusqu'au cercueil enfoui. Ce n'est pas la poésie qui l'a conduite à la vérité. C'était de la curiosité, du courage et un refus d'ignorer le passé. Ce soir-là, Miss Marple était assise sur le porche, le soleil projetant de longues ombres sur le jardin.
Clara Harding la rejoignit, déposant discrètement un journal plié. « Tu as vu ça ?» demanda Clara. Miss Marple ajusta ses lunettes. Le titre disait « Un conseiller municipal arrêté dans le scandale historique de Finchley. Justice pour la femme de ménage disparue. » En dessous, une colonne plus petite portait le nom d'Isobel. La mort d'un poète requalifié en homicide. Hommage à l'épouse de Denning et à sa dernière œuvre. Miss Marple lut le texte en entier, puis le plia soigneusement et le rendit. « Elle a retrouvé sa voix, » dit Clara. « Oui, » répondit Miss Marple, même si d'autres ont dû le crier. Clara sirota son thé. « Tu crois qu'il ira au procès ? » « Il le faut. Les preuves, prises dans leur ensemble, sont convaincantes. Suffisantes pour convaincre un jury, je crois. Surtout avec les documents financiers, la lettre d'Alice, les écritures comptables et les aveux. Même ainsi, dit Clara, les gens murmureront. Certains le défendront. D'autres accuseront Isobel. Miss Marple hocha la tête. Mais certains se souviendront d'Alice. Et cela suffira. Une pause. « Tu savais qu'elle allait mourir, n'est-ce pas ?» demanda soudain Clara. Les mains de Miss Marple se resserrèrent légèrement autour de sa tasse de thé. « J'espérais que non. Mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la vérité, une fois découverte, a souvent un prix. Les braves paient le prix fort pour que les lâches puissent s'en sortir libres. Mais pas cette fois. » Clara posa sa tasse. « Tu es remarquable. » « Non, » répondit doucement Miss Marple. « Je suis observatrice. Ce n'est pas la même chose. » Alors que le ciel virait au violet, le village exhalait. La fête était terminée depuis longtemps. Les dernières banderoles avaient été retirées, les rires oubliés. Mais l'écho d'un poème, et les vies entrelacées dans ses vers, subsistaient. Et dans un tiroir tranquille chez Mildred, Miss Marple a placé une copie manuscrite de le dernier couplet, soigneusement emballé dans du papier de soie. Pas comme preuve, mais comme mémoire. Chapitre 9. La femme qui attendait à la fenêtre. À la lisière de Finchley Green, au-delà de la dernière rangée de chaumières et de l'étroite courbe de Blackthorn Lane, se dressait une modeste maison de pierre aux volets écaillés et à la girouette tordue en forme d'hirondelle. Ce n'était pas une maison de distinction, ni de commérage, ni de scandale. Mais c'était une maison qui se souvenait. Son habitante, Madame Edith Merton, y vivait depuis 42 ans. Elle avait été directrice de l'école de filles locale, une femme à la prestance impressionnante, célèbre pour son amour des œillets rouges et sa discipline impitoyable à la craie. Aujourd'hui retraitée, elle était surtout connue pour son silence. Chaque matin, à 7 heures précises, elle s'asseyait devant sa fenêtre avec une théière et des jumelles. Pour quiconque n'était pas familier avec le rythme du village, elle aurait pu paraître curieuse ou excentrique. Mais la vérité, comme le savait Miss Marple, était tout autre. Madame Merton ne regardait pas les gens. Elle attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. C'est par un mardi matin ensoleillé que Miss Marple lui rendit visite. Le brouillard s'était dissipé sur les haies, et la rosée persistait sur les pétales des coquelicots du chemin. Elle apportait un pot de gelée de coin de Mildred et un petit mot plié dans son sac à main, une copie de la dernière lettre d'Alice Greer. La porte fut ouverte par Madame Merton elle-même, qui n'avait guère changé depuis 30 ans, si ce n'est que les cheveux étaient plus cassants. Ses cheveux argentés étaient relevés en chignon, et son cardigan était orné d'une broche en forme de livre ouvert. « Jane Marple, » dit-elle aussitôt, « je pensais que tu viendrais. »« J'ai cette habitude, » répondit gentiment Miss Marple. Ils étaient assis dans le salon ensoleillé, qui sentait vaguement la naphtaline et le cirage au citron. Les rideaux étaient transparents et brodés, et un piano droit poussiéreux trônait dans un coin, sous un châle drapé. « C'est toi qui as appris à Alice Greer, » dit Miss Marple après que la première tasse de thé eut été versée. Les mains de Madame Merton tremblaient légèrement. « C'est vrai. Saviez-vous qu'elle avait disparu ? Vraiment disparu ? Je savais qu'elle ne venait plus. Il disait qu'elle s'était enfuie. Je n'y croyais pas. Pourquoi pas ? Madame Merton prit une longue inspiration,
les yeux fixés sur un petit agneau en porcelaine sur le rebord de la fenêtre. « Elle avait de l'ambition, dit-elle. Une sorte de détermination fragile, vous savez. Les filles réservées comme Alice, soit elles se rétractent, soit elles brûlent en silence. Elle lisait Austen au dernier rang et empruntait des livres qu'elle n'osait pas mentionner à voix haute. Un jour, je lui en ai donné un exemplaire, Jane Eyre. Elle le tenait comme un trésor. Miss Marple sourit doucement. « Et que lui est-il arrivé ?» Elle est venue me voir un matin, pâle, effrayée. Elle a dit qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais sans rien dire. Je lui ai demandé si quelqu'un lui avait fait du mal. Elle n'a pas répondu, mais ses yeux se sont remplis de larmes. C'est comme ça que j'ai su. Et vous l'avez signalé ? Non, murmura Madame Merton. J'aurais dû. J'avais peur. Arthur Denning venait d'entrer au conseil paroissial, plein de charme et d'influence. Et moi ? J'étais une femme célibataire à la tête de 70 filles. Ma situation était précaire. Je lui ai proposé de l'argent, un logement, mais elle a refusé. Elle a dit qu'elle devait terminer quelque chose avant de partir. Tu penses qu'elle l'a déjà fait ? Je crois qu'elle a essayé. Madame Merton jeta un coup d'œil par la fenêtre vers la ruelle au-delà. Mais comme elle n'est pas revenue, j'ai imaginé le pire. Et j'ai fait ce que font les lâches. J'ai arrêté de poser des questions. Miss Marple hocha la tête à voix basse. Tu as attendu toutes ces années. Je pensais que si jamais quelqu'un venait me voir, je saurais quoi dire. Mais personne n'est jamais venu, jusqu'à Isobel Denning. Miss Marple se redressa légèrement. Elle est venue ici 2 semaines avant la foire. Elle avait le nom d'Alice sur une carte. Elle m'a dit qu'elle écrivait quelque chose d'important. Elle m'a demandé si je me souvenais de quelque chose. Et tu lui as dit ? Je l'ai fait, tout. Je crois que ça lui a donné de la détermination. Miss Marple fouilla dans son sac et lui tendit une petite copie de la note d'Alice. Madame Merton le lut une fois, puis le serra contre son cœur. « Elle était si jeune, » murmura-t-elle, « si terriblement jeune. » Plus tard dans la journée, Miss Marple et l'inspecteur Craddock se tenaient sur la place du village. Un panneau temporaire y avait été installé ces derniers jours, portant ces simples mots « À la mémoire d'Alice Greer ». En dessous se trouvaient des fleurs fraîches, certaines attachées avec un ruban, d'autres laissées en silence. Des personnes se sont manifestées, a déclaré Craddock. Un homme se souvenait avoir vu Alice courir vers le vieux hangar à bois la nuit de sa disparition. Un autre se souvenait avoir vu Denning verrouiller ce même hangar le lendemain matin. Ce sont des circonstances, mais ensemble. Ça donne une image, dit Miss Marple. Une fille qui essaie de fuir, peut-être pour cacher quelque chose, peut-être la broche ou une lettre. Craddock hocha la tête. Nous avons rouvert les recherches dans le verger, avec de meilleurs outils. Un géoradar. Vous croyez qu'elle pourrait être enterrée là-bas ? J'espère que non. Mais le sol autour de cet arbre était plus profond que prévu, et les vieilles cartes suggèrent qu'une tranchée a été creusée autrefois pour le drainage, assez longue pour cacher un deuxième secret. Les lèvres de Miss Marple s'amincirent. Combien de secrets un village doit-il oublier avant de s'effondrer sous leur poids ? Murmura-t-elle. Ce soir-là, le conseil du village a tenu un forum public, une réunion impromptue pour aborder les préoccupations et rétablir la confiance. Avec Denning destitué et plusieurs démissions en suspens, la réunion était peu fréquentée, mais profondément tendue. Miss Marple y alla seule, assise au fond. Madame Hargreaves se leva pour parler. Elle était ferme, claire et posée. « Nous avons une dette, dit-elle, à Alice, à Isobel, à toutes les femmes qui ont gardé le silence parce qu'elles savaient et que personne ne les écouterait. Nous ne devons plus jamais confondre silence et paix. » Il y eut des applaudissements, d'abord timides, puis plus forts. Même Madame Whitlow s'est levée. Après la réunion, Clara Harding retrouva Miss Marple devant le cimetière. Le ciel était d'un noir d'encre, avec un léger scintillement d'étoiles. « J'ai décidé de rester, » dit Clara. « À Finchley, j'allais partir, mais quelque chose a changé.
Miss Marple se tourna vers elle. « Parce que le village est différent ?»« Non, » dit doucement Clara. « Parce que je suis différent. Et quelqu'un doit lire le poème. Tu vas le publier ?» J'ai parlé à Times. Le poème d'Isobel, le dernier couplet, paraîtra dimanche prochain, dans son intégralité, avec un article sur Alice Greer. Son nom sera enfin connu. Miss Marple posa une main sur celle de Clara. « Bien joué, ma chère, » dit-elle, sa voix emplie d'une douce chaleur. « Merci. » Ils restèrent silencieux, écoutant les grillons et le léger murmure du vent dans les arbres. La nuit ne leur semblait plus oppressante. Je me sentais rassasié, plein de vérité, d'histoire, des voix de femmes qui murmuraient autrefois derrière les rideaux, prêtes désormais à être entendues en plein jour. De retour au cottage de Mildred, Miss Marple ferma son carnet et le posa sur la cheminée. Son tricot inachevé reposait sur ses genoux, le fil d'un gris doux comme la brume matinale. Elle regarda par la fenêtre, et pour la première fois depuis de nombreux jours, le village ne semblait plus retenir son souffle. Il respirait à nouveau. Chapitre 10. La répétition pour un fantôme. C'est un fait curieux que les fantômes hantent rarement les endroits où l'on s'attend à les trouver. Ils ne s'attardent pas seulement dans les couloirs vides ou les couloirs nocturnes. Ils prennent souvent place parmi les vivants, sur une chaise non dépoussiérée, dans un vers jamais lu à voix haute, ou dans l'écho d'une voix réduite au silence avant d'avoir pu dire sa vérité. Et à Finchley Green, où les rideaux tremblaient au moindre bouleversement, et où les ragots voletaient comme des moineaux autour de la file d'attente de la boulangerie, le fantôme d'Alice Greer avait élu domicile non pas dans la peur, mais dans le souvenir. Et la mémoire, Miss Marple le savait, était bien plus durable que la superstition. Les préparatifs du récital commémoratif furent modestes mais déterminés. La guilde des femmes, autrefois si désireuse d'apaiser une histoire douloureuse, avait accepté à contre-cœur d'organiser une lecture du dernier poème d'Isobel Denning dans la salle paroissiale le dimanche suivant. Au début, l'idée avait été accueillie par des murmures polis et mal à l'aise. Était-ce approprié? Était-ce nécessaire? Était-ce sage? Mais une fois, le Times avait annoncé son intention de publier à la fois le poème et une chronique d'accompagnement, toutes les objections se sont fanées comme des fleurs hors saison. « Il vaut mieux que nous le fassions ici, » dit doucement le révérend Nash lorsqu'on l'interrogea. « Que cela vienne du village, pas de l'extérieur. Ainsi la vérité nous appartiendra. » Les dames du comité, qui s'étaient toujours vantées d'être des penseuses modernes dans un village traditionnel, en prirent acte. Soudain, une vague de nettoyage des tasses à thé, de remise en ordre des recueils de cantiques et de demandes discrètes de banderoles plus élégantes s'empara d'elle. Miss Marple fut invitée, bien sûr, à aider pour les parties délicates, ce qui, dans le jargon de la guilde, signifiait les parties que personne d'autre ne voulait manipuler. Elle arriva à la salle paroissiale le jeudi précédant le récital et trouva Clara Harding, seule sur l'estrade, improvisée. Les chaises n'étaient pas encore disposées, et le seul public était un ange en vitrail, vaguement étonné. Clara tenait dans ses mains une fine liasse de papier, le poème, et elle le lisait à haute voix d'une voix qui ne tremblait qu'une seule fois. Miss Marple écoutait depuis le fond, ne voulant pas interrompre. Le dernier couplet résonnait avec une force tranquille. Elle ne portait pas de couronne, mais connaissait le poids du silence pressé par des mains trop grandes. Et elle attend toujours, à l'ombre du verger, pas partie, pas perdue, pas sans peur. Lorsque Clara eut terminé, elle laissa le silence s'installer un moment avant de se retourner. « Je ne savais pas que tu étais là, » dit-elle avec un petit sourire. « J'ai pensé laisser le poème parler en premier, » répondit Miss Marple en s'avançant. « Il a assez attendu. » Clara plia les pages. « Je voulais m'entraîner à le lire à voix haute. J'avais peur que ça paraisse théâtral ou complaisant. » Cela ressemblait enfin à une vérité dite. Clara hésita puis dit « Tu crois qu'on se souviendra d'elle ?»
Alice? Miss Marple pencha la tête, pensive. Cela dépend de nous. La vérité a besoin de soins, comme un jardin. Laissée à elle-même, elle dépérira sous les mauvaises herbes. Mais soignée, nourrie, laissée pousser, elle devient partie intégrante du paysage. Elle n'avait que 16 ans. 16 ans, dit Miss Marple, mais avec plus de courage que bien des jeunes 2 fois plus âgés. Et maintenant, tout le village entendra son nom. Clara hocha la tête. Et Arthur Denning? Il est toujours en détention. Les accusations sont désormais formelles. Homicide involontaire, complot et faute professionnelle. L'enquête sur le verger a été entièrement rouverte. Clara expira. Une partie de moi a encore du mal à y croire. Non pas qu'il l'ait fait, mais qu'il ait cru pouvoir continuer ainsi indéfiniment. Miss Marple joignit légèrement les mains. Certains hommes croient que les structures qui les protègent ne s'effondreront jamais, jusqu'à ce qu'une femme prenne une bêche et creuse. Ce soir-là, tandis que la pluie frappait légèrement les fenêtres du cottage de Mildred, Miss Marple étala à nouveau tous les documents. Le mot d'Alice, la lettre d'Isobel, le grand livre financier, l'entrée paroissiale. Quelque chose persistait dans son esprit, non pas une contradiction, mais un écho, comme une mélodie à moitié oubliée. Elle reprit l'entrée de la paroisse, 12 avril 1948. Paiement approuvé pour l'entretien et la discrétion. Âgé 5 livres. C'était le prix du silence. Et pourtant, pourquoi Alice était-elle restée? Si elle avait la broche, la lettre, même la boîte à biscuits, si elle avait des preuves de ce qui lui avait été fait, pourquoi n'avait-elle pas fui immédiatement? Miss Marple est revenue au témoignage de Madame Merton. Elle a dit qu'elle devait terminer quelque chose avant de partir. Et selon les souvenirs de Clara Harding, elle appelait son journal « Ses histoires ». Et si Alice n'avait pas simplement détenu preuve, et si elle avait là-dessus écrit, le cœur de Miss Marple fit un petit bruit sourd lorsqu'elle réalisa. Elle se leva, prit son sac et sortit dans l'air du soir. L'église était vide et fermée à clé à cette heure-là, mais Miss Marple ne se dirigeait pas vers la nef. Elle fit le tour du bâtiment, ses chaussures douces sur le gravier mouillé, et s'arrêta devant l'annexe basse qui servait autrefois aux classes pour jeunes. Une seule clé avait été laissée à la femme du pasteur, qui, confiante en Miss Marple comme toute femme sage, la lui avait prêtée sans hésiter. À l'intérieur, la pièce sentait le vieux bois et les sermons oubliés. Les étagères le long du mur du fond étaient remplies de cartons, dons, manuels scolaires, dossiers d'événements passés. Miss Marple se déplaçait lentement, vérifiant chaque case, jusqu'à ce qu'elle trouve une pile marquée Club des jeunes. 1948. Elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des recueils de cantiques, des feuilles d'exercices décolorées, et tout en bas, un carnet relié en toile bleue. Des lettres d'or enfantine avaient été gravées sur la couverture. Mes histoires. Miss Marple s'assit sur un banc en bois et ouvrit le livre. Ce n'était pas un journal au sens habituel du terme, ni un confessionnal. C'était plutôt un recueil de nouvelles, certaines d'à peine plus d'une page, toutes écrites d'une écriture soignée et enfantine. Mais les histoires n'étaient pas de la fiction, c'étaient des allégories. Chacune d'elles parlait d'une servante et d'un homme en habit rouge, ou d'une maison sur la colline avec 2 portes, l'une ouverte, l'autre verrouillée. Une histoire se terminait par une fille enterrée, sous l'arbre au dos tordu, et dans les marges, en petites lettres inclinées, il y avait des annotations, de vrais noms, des dates. C'était le témoignage d'Alice, déguisé, caché, mais précis. Les mains de Miss Marple tremblaient alors qu'elle tournait la dernière page. C'était ça, la pièce manquante, la voix d'une fille que personne ne croyait, parlant non pas avec rage, mais de la seule manière qu'elle connaissait. À l'aube, Miss Marple rendit le livre à l'inspecteur Craddock, qui le fixa longuement avant de parler. « Elle a laissé ça? Dans l'église? » « Elle l'a laissé dans l'église, » dit Miss Marple à voix basse, parce qu'elle croyait que quelqu'un le retrouverait un jour. « Et maintenant, c'est fait. » Craddock la regarda. « Ça va tout changer.
L'expression de Miss Marple était douce. C'est déjà le cas. Chapitre 11. La vérité dans les marges. Il y a des vérités qui éclatent comme des coups de canon, faisant trembler le sol et briser les vitres. Et puis il y a des vérités qui s'infiltrent lentement, mot à mot, marge après marge, jusqu'à ce qu'un jour, en levant les yeux, on réalise que l'histoire a changé. Pour Finchley Green, ce changement a commencé le lendemain matin où Miss Marple a remis le carnet caché d'Alice Greer à l'inspecteur Craddock, tandis que la plupart des villageois vaquaient à leurs occupations habituelles, faire du pain, balayer les porches, discuter gentiment pour savoir quelles hortensias allaient le mieux dans une bordure exposée au nord. Quelque chose sous la surface était en train de changer. Le carnet Mes histoires avait été rapidement vérifié. L'écriture d'Alice correspondait à des échantillons d'anciens bulletins scolaires encore conservés. Son nom figurait sur plusieurs recueils de cantiques du Club des Jeunes, avec le même gribouillage soigné. Et les histoires elles-mêmes, à peine voilées mais sans équivoque, offraient à la police un élément qu'elle ne possédait pas encore. Chronologie, contexte et corroboration. Miss Marple était au salon lorsque l'inspecteur Craddock a appelé ce matin-là. Elle a répondu elle-même au téléphone. Un modèle beige à cadran qui émettait un léger cliquetis lorsqu'elle composait un numéro. Miss Marple à l'appareil. C'est Craddock. Sa voix était tendue, mêlant urgence et révérence. Le ton d'un homme qui sait qu'il se tient au milieu de quelque chose de bien plus grand que son badge. « Nous avons lu le carnet en entier, » dit-il. « Tout y est. Nom, chronologie, lieu. Cela confirme nos soupçons, et plus encore. Pas seulement Denning. Il y a une référence à un autre homme, peut-être un professeur. Pas de nom de famille, mais un surnom. Le lecteur. Elle a dit qu'il détournerait le regard au moment le plus important. » Les lèvres de Miss Marple se pincèrent. De la lâcheté déguisée en civilité. J'ai déjà vu ça. Nous avons retrouvé les initiales dans les marges. A.D. L.H. J.T. Il s'agit bien de Denning. Et L.H. correspond à un ancien directeur d'école qui a démissionné discrètement en 1949. Quant à J.T., John Treadgold, interrompit doucement Miss Marple. C'était le professeur de musique à l'époque. Il est parti subitement, vous savez. Il a dit qu'il avait eu le trac. Craddock soupira. Alors tout est vrai. Tout. Et cela nous donne les bases nécessaires. J'imagine que vous allez faire appel au procureur de la couronne. Oui. Et le conseil a déjà été prévenu. Le reste de la succession Denning est en cours d'examen. Archives, biens, lettres personnelles. S'il y a une pratique de pot de vin ou de silence, nous la trouverons. Miss Marple s'accorda un instant de silence. Puis elle dit « Préparez-vous à une résistance du village. Les gens n'accueillent pas toujours la vérité avec enthousiasme, même lorsqu'elle est accompagnée de preuves. Je sais. Mais cette fois, ils n'auront pas le choix. » Cet après-midi-là, Craddock fit une rare déclaration publique, non pas devant les journalistes, mais dans la cour de la gare. Les villageois se rassemblèrent en nombre incertain, attirés par les murmures et la certitude que quelque chose allait se passer. Importance passait. Craddock se tenait sur un petit podium, un homme simple avec une voix simple, mais quand il parlait, c'était avec une gravité tranquille. « Suite à de nouveaux éléments, a-t-il commencé, nous avons rouvert l'enquête sur la disparition d'Alice Greer, une jeune fille du quartier vue pour la dernière fois à Finchley Green en 1948. Nous pensons désormais que sa disparition n'était pas volontaire. » Un bruissement parcourut la foule, non pas des halètements, mais une inspiration collective, une marée qui changeait. Les preuves, a poursuivi Craddock, comprennent une série de témoignages écrits par mademoiselle Greer elle-même, cachés dans un carnet découvert la semaine dernière. Ces témoignages détaillent des abus systémiques, des coercitions et des mutilations délibérées. Les noms sont mentionnés, les lieux sont précisés. Certaines des personnes citées ne sont plus en vie, d'autres, oui. À ces mots, les têtes se tournèrent. Quelques regards se posèrent sur des visages familiers dans la foule, voisins, amis, famille. Craddock conclut simplement
Nous devons à Alice la justice qu'elle n'a jamais obtenue. Nous lui devons la vérité, dite haut et fort. » Et sur ce, il s'éloigna du podium. Les répercussions ont commencé presque immédiatement. Madame Hendricks, dont le mari avait siégé au comité des finances de la paroisse à la fin des années 40, s'est retirée de la société de jardinage. Il n'a pas savoir. Il ne signait que des chèques, insistait-elle à qui voulait l'entendre. Le vicaire a prononcé un sermon sincère mais prudent sur les péchés d'omission. Plusieurs résidents plus âgés, qui répétaient depuis longtemps l'histoire selon laquelle Alice s'était enfuie avec un commerçant, ont été vus rentrant chez eux tranquillement, la tête baissée, et Madame Tinsley, la boulangère, a changé son tableau noir de scones aux cerises, 2 pour le prix d'un, à 1 minute de silence pour Alice Greer. Que la vérité resplendisse toujours. Miss Marple passa l'après-midi à classer les écrits retrouvés d'Alice dans un classeur approprié. Non pas pour un usage juridique, Cradock possédait les originaux, mais pour quelque chose de plus doux, mémoire. Clara Harding est venue nous rendre visite à la tombée de la nuit, apportant avec elle un paquet de dépliants fraîchement imprimés. « Ils vont publier le poème complet, » dit-elle à bout de souffle, « aux côtés de l'histoire d'Alice. L'édition de dimanche comportera un article spécial intitulé « Le verger se souvient ». Et on m'a demandé de faire un segment radio. Miss Marple regarda les prospectus. Ils étaient simples. La silhouette noire d'un prunier, avec ces mots « La justice n'a pas de date d'expiration ». « C'est plus que ce que je pensais possible, » a déclaré Clara. « C'est plus que ce que la plupart pensaient, aussi. » Miss Marple corrigea doucement. Clara hésita. « Tu as parfois l'impression qu'il est trop tard ?» Miss Marple croisa les mains. « Jamais. Pas si quelqu'un est encore prêt à écouter. Le chagrin peut ensevelir la vérité un temps, mais il ne la détruit pas. Il attend, silencieusement, patiemment, que quelqu'un ait le courage de la dire. » Ce soir-là, on frappa doucement à la porte de Mildred. C'était Madame Hargreaves. Ses yeux étaient rouges, ses gants serrés fermement dans une main. « Je me suis dit que je devais venir, » dit-elle, « dire quelque chose. À toi, à quelqu'un. » Miss Marple hocha la tête et la conduisit au salon. « J'aurais dû dire quelque chose à l'époque, » dit Madame Hargreaves, assise, raide. Alice me faisait confiance. Je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. Et au moment où j'ai soupçonné, j'avais trop peur. Tu étais jeune, et le village ne t'a pas facilité la tâche. Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas le cas. Miss Marple tendit la main et la posa sur la sienne. Mais vous vous êtes manifesté. Vous avez témoigné. Vous avez donné à Clara la confiance nécessaire pour se lever. Cela ne me semble pas suffisant. C'est rare, dit doucement Miss Marple, mais la vérité se construit lentement, comme une broderie, un point à la fois. Madame Hargreaves eut un petit sourire brisé. J'espère qu'Alice me pardonnera. Je pense qu'elle l'a déjà fait. Au fil des jours, le village a commencé à s'installer lentement, non pas dans le déni, mais dans la reconnaissance. On ne parlait plus du verger comme de ce petit coin derrière le manoir, mais comme de la maison d'Alice. Les enfants chuchotaient des histoires sur la jeune fille qui s'était inscrite dans l'histoire, et Clara y planta une petite plaque sous le 4e arbre de la 3e rangée. On pouvait y lire simplement « C'est là que réside la vérité », pour Alice, pour Isobel, pour ceux qui n'ont jamais arrêté d'écouter. Miss Marple se tenait près de lui un après-midi.